Bonsoir. Je vais donc vous présenter Cracovie, une balade dans la ville, et une introduction à une histoire qui est assez, vous allez voir, qui est assez complexe, et en accent mon propos sur les caractères multiculturels de cette histoire. Alors, la reproduction de timbre-poste que vous voyez ici à droite sur l'écran, ben, il vous présente les différents monuments devant lesquels nous allons passer dans cette promenade au cœur historique de la ville, et ce sera la première partie de mon exposé. Alors, vous avez de gauche à droite, de haut vers le bas, la tour de l'hôtel de ville, l'église Notre-Dame, la Laudrin, la Barbacane, la tour Saint-Florian, et ce sont des éléments conservés des fortifications médiévales. Ensuite, à gauche, l'église Sainte-Anne, en dessous, le Collegium Maius, donc l'université Jagellon. À droite, l'église Saint-Pierre et Paul, l'église Saint-André, et tout en bas, le palais royal sur la colline du Vavel. Alors, tout d'abord, quelques points d'histoire qui sont inévitables, quelques dates fondamentales dans l'histoire polonaise et dans l'histoire de la ville. Et la carte, ben, elle vous montre un peu la complexité de cette histoire et la complexité des rapports entre la Pologne et ses voisins à l'époque médiévale. Alors l'histoire polonaise, elle démarre en 966 avec le baptême du fondateur de la dynastie des Piast, Mieszko Ier, donc qui se convertit au christianisme. Et c'est à ce moment-là que véritablement démarre l'histoire polonaise. Et c'est à partir de 1025 d'abord pour un couronnement, puis 1038 que Cracovie devient la capitale royale du royaume de Pologne. En 1241, les Tatars font un raid sur la ville, et suite à ce raid, il y a véritablement une refondation de la ville, et c'est en 1257 où Boleslas V, qui est duc de Petite-Pologne, à l'époque, là nous sommes dans une période de désunification, ce duc de Petite-Pologne accorde à la ville ce qu'on appelle les droits de Magdebourg. Les droits de Magdebourg, en fait, ils octroient une relativement large autonomie à la ville. Et ces droits de Magdebourg, ils sont liés aussi à une période d'afflux en Pologne, et en particulier à Cracovie, d'une importante colonie d'immigrés allemands. L'allemand restera d'ailleurs au XIIIe, XIVe siècle encore la langue dominante dans la ville, et pour une bonne partie d'ailleurs des documents administratifs, ils ne sont pas établis en polonais, mais en allemand. Et donc, suite à cette date 1257, on assiste véritablement donc à une refondation, un redéveloppement de la ville. Autre période importante, et à ce moment-là, nous sommes face à un royaume qui est tout à fait réunifié, c'est le règne de Casimir III le Grand, 1333-1370, et Kazimierz, ben, nous allons voir que c'est lui qui va donner son nom à la ville voisine de Cracovie, qui aujourd'hui est un de ses quartiers, Kazimierz, que nous verrons ensuite. Un autre moment important, c'est à la fin du XIVe siècle, ce qu'on appelle l'union de Crévaux. En fait, c'est à travers un mariage entre la reine de Pologne et le grand-duc de Lituanie, qui va se convertir au christianisme. C'est une union personnelle entre le royaume de la Pologne et le grand-duché de Lituanie. Et c'est une date qui est particulièrement importante. Et le grand-duc de Lituanie converti devient Ladislas II, Władysław en polonais, Ladislas II Jagellon. C'est le fondateur de la dynastie des Jagellons, roi de Pologne. Et vous voyez, 1386 à 1434, son règne est assez long. Et durant son règne, un événement politique et militaire marquant, c'est la bataille de Grunwald, Tannenberg pour les Allemands, bataille entre les armées
de Pologne et de Lituanie contre l'ordre des chevaliers teutoniques. L'ordre des chevaliers teutoniques, on avait vu peut-être sur la carte précédente, mais il contrôlait les côtes de la Pologne. Et il ne cessait de se développer, y compris au XIIIe siècle, il s'était même développé jusqu'en Russie, dans le nord de la Russie. Alors, cette bataille de Grunwald, 1410, les chevaliers teutoniques sont battus, sont défaits par le roi de Pologne, Ladislas II. Et vous voyez ici, c'est une reproduction d'un des, c'est un des maîtres de la peinture historique en Pologne à la fin du 19e siècle, Jan Matejko. Et Jan Matejko, qui est directeur de l'Académie des Beaux-Arts de Cracovie, il joue un rôle important dans la renaissance de la peinture polonaise à Cracovie à la fin du 19e siècle. Et donc, l'Académie des Beaux-Arts va jouer un rôle fondamental dans cette renaissance artistique de la Pologne à la fin du 19e siècle. Et donc, c'est un des grands maîtres de la peinture historique en Pologne. Vous voyez, c'est une toile énorme, quasi panoramique, qui est conservée au Musée national à Varsovie. C'est vraiment une des grandes dates de je dirais, de la mythologie nationale polonaise. C'est comme la bataille de Sépron d'Or chez nous, dans, dans la moitié nord du pays. Alors, autre étape et une nouvelle carte. Et ici, cette carte, elle vous montre la Pologne, le grand-duché de Lituanie, au XVIe siècle, et tout particulièrement autour d'une date, ici 1569. 1569, c'est le moment de ce qu'on appelle l'union de Lublin. Et cette union de Lublin, en fait, c'est véritablement une unité, unification. Donc, ce qui était union personnelle devient une unité politique et c'est fondamental. C'est à partir de ce moment-là que démarre l'histoire de la République polonaise, la première République polonaise qu'on appelle la République des deux nations. Et donc, cette République des deux nations, ça reste une monarchie, mais seulement c'est une monarchie élective et parlementaire. Donc, ça signifie que le roi est élu. Et le roi, il n'est élu non pas à Cracovie, mais dans les faubourgs de Varsovie. Et conséquence d'ailleurs, à partir de 1596, la capitale ne sera plus Cracovie, mais ce sera Varsovie. Et le roi est élu, et il est élu par l'Assemblée, par le Parlement de la République, et ce sont les nobles, puisqu'en fait, cette République, c'est une république nobiliaire, et donc seuls les nobles, qui constituent quand même un pourcentage important de la population, c'est eux qui votent au Parlement à la Diète, et c'est eux aussi qui votent pour élire le roi. Et le premier roi élu, en 1573, Henrik Walesi, c'est Henri de Valois. Henri de Valois, il sera en Pologne moins d'un an. Il est à peine en place que assez rapidement, il va abandonner la Pologne et il va regagner la France pour devenir Henri III. Ensuite, mais donc véritablement, XVIe siècle, c'est une époque d'apogée pour la Pologne, tant politiquement, diplomatiquement, dans les beaux-arts, dans la culture. Et alors, une des grandes caractéristiques, c'est que c'est une des grandes puissances européennes de l'époque. Et contrairement aux autres pays d'Europe occidentale, c'est un pays qui est caractérisé par la tolérance religieuse, donc par la cohabitation entre différentes religions, non seulement entre catholiques et protestants, qui sont en train de s'entretuer ailleurs en Europe, mais aussi avec minorités juives et même musulmanes aussi à l'époque. Donc c'est sans précédent. C'est quelque chose de particulièrement exceptionnel sur la carte européenne de l'époque. Ensuite, le XVIIe siècle, est quand même relativement agité. Il y a au début du siècle une période de guerre avec la Russie, qui va même jusqu'à une prise de Moscou par les Polonais en 1610, avant de faire la paix. Il y a eu des guerres avec la Suède aussi,
Et puis en 1648, en Ukraine, ce qu'on appelle la révolte des Cosaques, qui ravage une bonne partie de l'Ukraine pendant des années, qui aussi décime les communautés juives. Et ensuite, en 1655, guerre avec la Suède, invasion suédoise de la Pologne, qui y compris, qui vont assiéger, prendre Cracovie, et c'est une période particulièrement sombre qu'on appelle le déluge, parce que véritablement, il faudra un temps à la Pologne pour récupérer, ils vont parvenir à chasser, à se libérer des Suédois, mais il leur faudra du temps avant de récupérer. Un dernier moment important, c'est 1683, c'est l'intervention du roi de Pologne, Jan Sobieski, au siège de Vienne. Vienne était assiégée par les Ottomans, et Jan Sobieski, ses troupes, contribuent à la victoire sur les Ottomans et à la levée et donc à la levée du siège de la ville. C'est un dernier grand moment au XVIIe siècle dans l'histoire militaire polonaise, et un dernier grand règne. Au XVIIIe siècle, on va voir que l'histoire est plus complexe, et à la fin du XVIIIe, elle se termine par les partitions de la Pologne, donc par la division de la Pologne. Alors, en ce qui concerne les Juifs de Pologne, vous avez ici une toile de Maurice Gottlieb de 1878, donc qui est contemporaine de la bataille de Grunwald de Jan Matejko. Et il se fait que Maurice Gottlieb, qui est un jeune peintre juif, était un des élèves de Matejko. Et donc, se représente Matejko pour l'histoire nationale polonaise, mais Gottlieb, lui, le représente pour l'histoire nationale des Juifs polonais à la fin du XIXe siècle. Donc son bagage de peintre historique, lui, il l'applique à la représentation de sujets, de thèmes juifs, donc ici, juifs priant dans une synagogue pour la fête de Yom Kippour, donc pour la fête du Grand Pardon. Alors véritablement, 16e en particulier, 17e siècle, c'est ce qu'on appelle, non seulement c'est l'âge d'or de la Pologne, le 16e siècle, mais c'est aussi l'âge d'or pour les Juifs en Pologne. Alors, il y a une présence juive en Pologne qui est attestée dès les débuts de l'histoire polonaise, dès les débuts de la dynastie Piast, notamment des contacts avec le royaume, avec l'Espagne musulmane, avec le royaume musulman de Cordoue. Mais véritablement, c'est à partir du XIIIe siècle et à partir de 1264, par l'octroi de ce qu'on appelle le statut de Kalisz, où Boleslas le Pieux garantit, en fonction de cette charte, il garantit aux communautés juives des libertés personnelles, la sécurité, y compris liberté de culte, liberté de voyager, liberté de commercer. Donc, c'est l'équivalent du droit de Magdebourg, mais appliqué aux communautés juives. Et donc, qui va permettre à ce moment-là le développement des communautés juives dans différentes villes du royaume de Pologne. Et cette charte, d'ailleurs, ce statut, il va être ratifié ensuite au XIVe siècle par Casimir le Grand, et aussi par Sigismond Ier au XVIe siècle. Sigismond Zygmunt pour les Polonais. Alors, il y a quand même de temps en temps des exceptions. Donc, cette vie, elle n'est pas uniquement une vie de développement, d'évolution sans heurts, sans incident. Il y a à Cracovie, par exemple, au XVe siècle, il y a des prédicateurs, notamment, qui vont inciter les bourgeois de la ville à exiger du souverain l'expulsion des Juifs. Et finalement, ils obtiennent gain de cause en 1495. En 1495, la ville de Cracovie reçoit ce qu'on appelle le privilegium de non tolerandis Judaeis, donc le privilège de ne pas tolérer les Juifs. Et donc, suite à ça, les Juifs qui étaient établis en pleine ville
donc dans la vieille ville, eh bien, ils vont être forcés de déménager et de partir, d'aller s'établir dans la ville d'à côté, à Kazimierz, donc à Casimir, la ville voisine qui a été fondée au siècle précédent et qui va constituer à partir de ce moment-là ce qu'on appelle un oppidum Iudeorum. Alors, l'oppidum Iudeorum, littéralement, cette forteresse des Juifs, ce n'est pas un ghetto. Ils ont le droit d'en sortir, ils ont le droit de voyager, de commercer dans Cracovie, mais seulement ils doivent y retourner ensuite le soir et il n'y a vraiment que là qu'ils peuvent résider. Ils ne peuvent pas résider dans Cracovie. Et cet oppidum Iudeorum, mais en fait, il va subsister jusqu'au au début du 19e siècle, fin du 18e, début du 19e, et avant d'avoir une pleine émancipation des Juifs, donc où un Juif devient un citoyen comme un autre, c'est 1867, c'est une des conséquences de l'octroi de droits aux minorités par l'empereur Habsbourg, François-Joseph. Alors, il faut savoir qu'au XVIe siècle, sous les règnes de Sigismond Ier et Sigismond II, et de Stéphane Báthory, donc qui couvre tout le XVIe siècle, véritablement, les relations entre les communautés juives, et en particulier à Casimir et la couronne, et la société polonaise sont caractérisées par la tolérance, l'autonomie communautaire dont bénéficient les communautés juives. Et c'est pour ça qu'on peut dire véritablement que la Pologne à ce moment-là, c'est un paradis des Juifs, c'est un paradis pour les communautés juives, donc Paradisus Iudeorum. Et très exemplaire de ça, c'est à la fin du XVIe siècle, et si vous vous souvenez, bien, il y a eu l'union de Lublin, mais une des conséquences aussi de ça sur les communautés juives, c'est qu'est constitué ce qu'on appelle le Conseil des quatre pays, et ce Conseil des quatre pays, ben, c'est l'équivalent de la diète polonaise, du Parlement polonais, mais ici c'est pour les communautés juives, et ce Conseil des quatre pays qui va siéger jusqu'en 1764, il est convoqué chaque année pour décider, pour statuer et régir la vie des communautés juives de Pologne et de Lituanie. Donc c'est littéralement un parlement pour une diète pour la nation juive en Pologne et en Lituanie, donc dans cette République polonaise des deux nations. Donc c'est un bel exemple de la multiculturalité, du multiculturalisme ici en politique, non seulement en religion, mais aussi dans le politique, qui caractérisait l'État polonais à la fin du XVIe et au XVIIe siècle. Voilà. Alors, la Pologne, qui était un des principaux États européens au XVIe siècle, encore au XVIIe, un sauveur, entre guillemets, de l'Occident chrétien devant les murs de Vienne en 1683, eh bien, à la fin du XVIIIe siècle, la Pologne disparaît. Il y a ce qu'on appelle trois partitions, la période des partitions qui vont de 1772 à 1795, et la carte ici vous montre en différentes couleurs les différents moments de cette partition, et en fait, les ambitions et de la Russie et de la Prusse et de l'Autriche, de l'empire des Habsbourg, font disparaître la Pologne de la carte. Une tentative d'insurrection contre les Russes en 1794, proclamation de l'insurrection par Tadeusz Kościuszko à Cracovie, il est assez première victoire, et puis assez rapidement, il est balayé, il est battu par les Russes, lui qui avait contribué, il était parti aux colonies d'Amérique, il avait participé à la guerre d'indépendance des États-Unis. La constitution polonaise, 3 mai 1791, constitution très démocratique, oui, mais elle ne sera jamais appliquée suite aux pétitions, et d'ailleurs à l'opposition aussi d'une bonne partie de la noblesse. Tout le monde n'était pas disposé à avoir un État véritablement plus libéral. Alors ensuite, Cracovie, après les partitions, Cracovie fait partie de l'empire des Habsbourg, et Cracovie fait partie de ce qu'on appelle le royaume de Galicie et de Lodomérie. Et vous avez une carte ici qui date ici de 1897,
Alors, sur cette carte de 1897, si vous regardez tout à fait vers la gauche, vous allez voir, il y a deux petites flèches bleues. Il y a une première petite flèche, Auschwitz, qui est sur juste à côté de la Vistule. Le nom, curieusement, il n'est pas indiqué sur la carte, mais c'est Auschwitz. Et alors, on va un peu vers la droite, en descendant la Vistule, et on arrive à Cracovie, mais donc on est en position quasi périphérique ici. On est vraiment en marge de ce royaume de Galicie, dont le principal centre, outre Cracovie, le principal centre jusqu'à la Première Guerre mondiale, c'est Lemberg. Lemberg, Lvov pour les Polonais, Lviv pour les Ukrainiens aujourd'hui. Cette Galicie, d'ailleurs, fait partie de l'Ukraine aujourd'hui. Alors, Roland, alors, une petite question. oui. La question est, pourquoi les Juifs ont-ils toujours été expulsés? Ah, alors attention, pourquoi? Non, non, ici, il ne faut pas dire, justement, il y a ce cas ici à Cracovie, il y a d'autres cas similaires à certains moments de l'histoire dans d'autres villes, mais ici, par exemple, avant 1495, mais il y avait, j'y reviendrai sur la carte, il y avait un quartier juif dans ce qui est aujourd'hui la vieille ville de Cracovie, et ils étaient déjà présents là depuis plus de 2 siècles. Donc il faut savoir qu'un point fondamental, à ce moment-là, en 1495, en Espagne, 3 ans auparavant, tous les juifs ont été expulsés ou ont dû se convertir. Un peu partout ailleurs en Europe, ils ne sont pas tolérés. Ils ne sont tolérés quasi nulle part en Europe à ce moment-là. Et c'est une des conséquences de l'enthousiasme religieux qui est né des croisades, puisque véritablement la persécution des Juifs en Europe, elle remonte déjà à la première croisade, et ensuite, surtout, une conséquence de l'enthousiasme religieux de différents ordres monastiques, comme les franciscains, par exemple, qui étaient radicalement anti-juifs, et donc dont la volonté était de convertir ou d'éliminer. Ensuite, un autre grand moment, c'est au moment de la Grande Peste noire au XIVe siècle. Donc, il y a régulièrement dans l'histoire de l'Occident, à certains moments, soit localement, soit au niveau de tout un royaume, il y a véritablement donc une haine contre les Juifs qui est généralement attisée par l'Église ou par certaines catégories ici à Cracovie de la bourgeoisie. C'est un thème récurrent dans l'histoire de l'Occident chrétien, ça c'est un fait. Et en Pologne, il faut bien souligner qu'ils sont expulsés de Cracovie, oui, mais ils vont prospérer à la ville d'à côté, à la ville de Casimir. Donc il faut bien le savoir. Or, la Pologne renaît en 1918, de 1918 à 1939, et donc c'est ce qu'on appelle la Seconde République polonaise. Et cette Seconde République polonaise, ses frontières sont beaucoup plus à l'est que les frontières de la Pologne d'aujourd'hui. Une première représentation de Cracovie à la fin du XVe siècle, et on voit bien ici la ville de Casimir à gauche, la ville de Cracovie à droite, et elles sont séparées l'une de l'autre par un bras de la Vistule. Au XIXe siècle, on va réguler le cours de la Vistule, et cette branche du cours d'eau va devenir un grand boulevard. Et donc la division, et d'ailleurs que Casimir, au début du XIXe siècle, sera intégré à la ville de Cracovie. Et alors on voit au sommet de l'image, c'est le Wawel, c'est la colline sur laquelle est établi et le palais royal et la grande cathédrale. Une autre présentation de verset 100, on voit un peu Putici allemande avec le palais royal, donc tout en haut, et Casimir à droite. Alors ça, c'est un plan, mais on est à la fin du 19e siècle, et alors à la fin du 19e siècle, donc cette ville est unifiée, et on a les différents quartiers, le centre et Casimir. Vous voyez, le bras de la Vistule a tout à fait disparu. Il y a simplement ce grand boulevard verdoyant qui sépare la vieille ville de Casimir. Évidemment, c'est le cours de la Vistule. Alors ici, c'est une représentation de la ville, une représentation de maquette, la vieille ville, et les petites flèches rouges vous indiquent en gros un itinéraire. On commence à gauche et on termine vers la droite en haut, en passant par les fortifications, en passant par
la Grande Place avec la cathédrale, la Allodra, la tour de l'hôtel de ville. On fait un petit détour à l'église Sainte-Anne et à l'université, et puis on reprend vers le Palais Royal et Casimir. Alors, ces fortifications, ce qui en est conservé aujourd'hui, mais fondamentalement, ce sont des fortifications de la fin du XVe siècle, restaurées évidemment au XIXe et mises en valeur encore au XXe. Donc, la majeure partie des fortifications ont disparu, donc sauf ces petits bouts de la ville, la Barbacane et ce qu'on appelle la porte Saint-Florian, qui est conservée pour le bonheur, le grand bonheur des touristes aujourd'hui. Donc, un bel exemple d'architecture médiévale qui est conservé donc ici dans une petite partie de la section de muraille de l'ancienne ville. Alors, via la rue Saint-Florian, on se dirige vers la Grande Place. Et alors, on voit ici donc l'église Notre-Dame, qui est une romane, mais qui n'était pas conservée. Mais sinon, fondamentalement, ce qu'on connaît, c'est une architecture gothique. Vous avez sur la droite de l'image deux états de l'église, 1320, et au tout début, ici vers 1600 aussi. Alors ensuite, une représentation de la Grande Place vers le XVe siècle. Alors la Grande Place, c'était le lieu du commerce par excellence, avec la Allodra au centre. Alors dans l'église Notre-Dame, magnifique retable ici de la fin du XVe siècle de Vítsos. Et Vítsos, c'était un artiste allemand venant de Nuremberg, et donc c'est un exemple de ces artisans, artistes et bourgeois allemands qui véritablement, on peut dire entre guillemets, dominent, tiennent le haut du pavé en ville au XIIIe, XIVe, XVe siècle. Ensuite, ça va progressivement se poloniser, mais les documents administratifs de la ville, pendant tout un temps, étaient établis en allemand. Et donc, c'est véritablement, à ce moment-là, une ville et de droit et de culture allemande. Alors, cette Allodra telle qu'elle est conservée aujourd'hui, fondamentalement, ici, c'est une architecture médiévale, mais qui a été considérablement modifiée à la Renaissance. Et à la Renaissance, c'est le fait, à ce moment-là, on va voir qu'en architecture, le plus souvent, au XVIe siècle, XVIIe, ce sont des architectes italiens. Et Il Padovano, ici, donc milieu du XVIe siècle, architecte italien, et c'est lui qui donne à cette Allodra sa configuration, entre guillemets, son image typique qui est restaurée, qui sera restaurée au XIXe siècle et encore au XXe siècle. Alors, l'hôtel de ville, vous avez sur la gauche des images de deux états de l'hôtel de ville au XVe siècle, XVIIe siècle. Les corps de bâtiments ont été démolis au début du XIXe siècle. Aujourd'hui, il ne reste plus que le beffroi de l'hôtel de ville, la tour de l'hôtel de ville. C'est ce qui a été construit. Alors, on part de la Grande Place et on va vers l'église Sainte-Anne, qui est rue Sainte-Anne, c'est proche de l'université. Et cette collégiale Sainte-Anne, c'est un bel exemple d'architecture baroque. Et je vous le montre d'abord parce que c'est un bâtiment superbe, en particulier son intérieur, mais c'est l'œuvre de Tilman van Gameren et Baldassare Fontana. Tilman van Gameren, il est né à Utrecht. Baldassare Fontana, lui, était italien, et c'est lui le stuccateur notamment, et celui qui conçoit l'architecture intérieure. Et c'est une église dans le pur de baroque italien, et qui est tout à fait comparable aux églises baroques aussi de nos pays. Différence fondamentale, c'est que la Pologne du XVIe, XVIIe siècle, c'est un pays de tolérance religieuse. Et donc ça, c'est quelque chose, entre guillemets, de atypique sur la carte de l'Europe de l'époque. Alors, ce Collegium Maius, qui était, c'est déjà fondé, première fondation, c'est déjà sous Casimir le Grand, mais c'est véritablement au XVe siècle que ça se développe, et notamment à l'emplacement de ce qui était
le quartier juif de Cracovie jusqu'en 1495. Il y avait 2 synagogues dans ce quartier, et donc qui a disparu ici suite à l'édit de 1495 et le départ des Juifs vers Casimir. Alors, si on reprend, on repasse par la Grand Place et on prend la rue Grodzka pour aller vers la colline du Vavel, on passe par cette église Saint-François d'Assise, et qui est surtout connue ici pour un bel exemple de l'art polonais, de ce qu'on appelle l'art de la jeune Pologne, Młoda Polska, à la fin du 19e siècle, début du 20e, c'est l'équivalent polonais de l'art nouveau. Et Wyspiański, lui, quant à son projet et ses visions de l'histoire de la Pologne, mais là, on est à Cracovie, qui fait partie de l'Empire des Habsbourg, oui, mais à partir de 1867, c'est vrai pour l'Empire des Habsbourg en général, on donne beaucoup de droits, on donne de l'autonomie aux minorités, et notamment ici aux minorités polonaises, et donc c'est ce qui permet à l'art polonais de se développer, à la littérature polonaise et aussi au nationalisme polonais au XIXe siècle à Cracovie, donc jusqu'à la Première Guerre mondiale, et notamment donc dans les beaux-arts à travers cet art nouveau polonais. Donc vous avez donc un exemple ici à Saint-François d'Assise. Si on reprend Grodzka et on approche de la colline du Vavel, là on a prennent l'une à côté de l'autre 2 projets. Un, c'est l'église Saint-André, c'est une église romane fortifiée de la fin du XIe siècle qui a résisté à l'assaut des Tatars en 1241. Et alors juste à côté, on a une église des Jésuites tout à fait à la romaine, et dont les architectes d'ailleurs sont italiens, y compris un d'entre eux d'ailleurs, qui est lui-même jésuite. On arrive sur la colline du Vavel avec cette basilique cathédrale, alors qui est un des hauts lieux, non seulement, je dirais, qui est un des hauts lieux de la vie nationale et aussi de l'histoire polonaise, puisque c'est là que sont inaugurées toutes les grandes figures contemporaines de l'histoire polonaise, et aussi les rois de Pologne également. Donc, véritablement, c'est le panthéon national, et c'est le haut lieu aussi de toutes les grandes cérémonies liées à l'État polonais. À l'intérieur aussi, vous avez différents exemples. Il y a, et en surface dans la cathédrale, et alors aussi en particulier dans la crypte, sont inhumées toutes ces grandes figures de l'histoire polonaise. Donc on a véritablement, entre guillemets, un musée de l'histoire polonaise ici dans cette cathédrale Saint-Stanislas. Et ici, je vous montre notamment le monument funéraire de Stéphane Báthory, fin du XVIe siècle. C'est de nouveau l'œuvre d'un Italien, d'un architecte italien, et alors à droite, le tombeau de Casimir le Grand, donc, qui est un des monarques les plus célèbres, et auquel on attribue aussi d'ailleurs toute une série, entre guillemets, d'inventions. Alors, la cour du Palais Royal, ce Palais Royal qui existe déjà vers le 10e, 11e siècle, on a différents états du palais qui sont connus à travers l'archéologie, mais dans sa forme actuelle, il date du début du 16e siècle, et c'est de nouveau l'œuvre d'architectes italiens. Et alors, dans ce château royal, vous avez de superbes intérieurs, superbes collections de tapisseries, et ces tapisseries, ce sont en particulier très belles collections de tapisseries de Bruxelles, puisque au XVIe siècle, ce sont les tapisseries de Bruxelles qui dominent le marché international de la tapisserie. Alors, ces collections étaient miraculeusement sauvées dans la Deuxième Guerre mondiale. Elles ont échappé aux Allemands, réintégré les salles du Palais Royal par la suite. Et alors, ce qui est ironique, c'est que, suite aux partitions, ce palais royal, il était devenu caserne de l'armée autrichienne jusqu'au début du XXe siècle. Et au début du XXe siècle, peu avant la guerre de 14, il a été désoccupé par la garnison, et c'est dans l'entre-deux-guerres que le château a été restauré. Et alors, vous voyez 9-10,
mais c'est une photo d'un des panneaux à l'intérieur qui vous montre détail d'une des salles avant et après restauration. En fait, ces restaurations, ce sont des restaurations de l'entre-deux-guerres et une bonne partie du décor, comme on n'avait pas nécessairement de représentation du décor ancien, bien, il a fallu le réinventer dans l'entre-deux-guerres. Et donc, véritablement, dans ce palais, vous avez un bel exemple de la réinvention d'une histoire nationale et d'un patrimoine national par les artistes et les intellectuels polonais de l'entre-deux-guerres. Les décors, entre guillemets, authentiques du palais et de l'extérieur, on peut les voir, oui, mais c'est dans un musée, dans les parties basses du palais. Sinon, entre guillemets, tous les extérieurs, etc., tout ce qu'on voit, ben, en bonne partie, ou bien c'était restauré, ou ce sont des copies. Sachant aussi que ce palais, pendant la Deuxième Guerre mondiale, servira de siège au chef du gouvernement général, puisque Hitler a fait de la Pologne un gouvernement général, à Hans Frank. C'est là qu'il avait son quartier général. Alors, je reviens à Casimir, on va faire un chemin rapide à travers Casimir. Ça, c'est une vue reconstruction de Casimir ici vers le XVIIe siècle. En fait, il n'y a pas encore véritablement, il n'y a pas un grand développement. Mais il faut savoir que aussi, bon, je l'ai dit, le XVIIe siècle, c'est en particulier à partir du milieu du XVIIe siècle, c'est une époque trouble. Alors, ce qu'on offre aux visiteurs aujourd'hui, ici, c'est une image une des cartes touristiques dans la partie juive de Casimir. Alors, on voit que c'est assez concentré. Il y a une série de synagogues qui ont été conservées. Et en fait, ce sont de vieilles synagogues et qui ont été conservées. Il y a aussi des églises dans ce quartier. En particulier, vous allez voir, c'est plutôt vers le bas de la carte, Corpus Christi Church, Kościół Bożego Ciała, de l'église du Corpus Christi. C'est une des grandes églises de Cracovie. Mais moi, je ne m'y intéresserai pas trop. Je vais plutôt m'intéresser à la présence juive à Casimir, sachant qu'en 1939, 25% de la population de Cracovie était juive et ça passait à 76% dans le quartier de Casimir. La vieille synagogue, alors la vieille synagogue, elle daterait du début du XVe siècle, mais dans son état actuel, elle remonte à la fin du XVIe et elle a été rénovée ben, par un artiste italien, donc par un de ces architectes qui était en vogue en ville à ce moment-là, dans la ville elle-même. Cette synagogue, elle a été pillée dans la Deuxième Guerre mondiale et dans l'après-guerre, elle va devenir un musée. Donc aujourd'hui, c'est un musée de la vie juive à Cracovie. Elle n'est plus en fonction comme lieu de culte. Contre la synagogue Rémo, elle qui remonte au XVIe siècle, elle a toujours fonctionné comme lieu de culte, sauf durant la Deuxième Guerre mondiale. Et à côté, vous avez d'ailleurs le plus vieux cimetière juif de Cracovie, qui était en partie conservé. Il n'a pas été tout à fait vandalisé, pillé par les nazis dans la Deuxième Guerre mondiale. Synagogue Isaac du XVIIe siècle, longtemps abandonnée, puis en partie restaurée et donc accessible aux touristes aujourd'hui. Idem pour la haute synagogue, ici est la synagogue Coupe. Donc tous ces bâtiments sont assez proches l'un de l'autre. La synagogue progressiste, par contre, ce qu'on appelle la synagogue Temple, elle, ben, c'est le judaïsme réformé, entre guillemets, c'est le judaïsme libéral, et ici qui est particulièrement présent au XIXe siècle. Et donc elle remonte au milieu du XIXe siècle, et elle a été conservée dans la Deuxième Guerre mondiale, pillée, saccagée, mais conservée. Et aujourd'hui, elle est surtout utilisée comme lieu de concert lors du festival annuel de culture juive qui a lieu à Cracovie au mois de juin. Ça, c'est l'intérieur d'ailleurs, et qui est
qui était encore, c'est milieu du 19e, mais ça a encore été, en particulier le décor intérieur, là on est plutôt dans les années 1920. Et là, c'est plutôt, je dirais, le symbole du judaïsme libéral, entre guillemets, progressiste et polonisé aussi. Donc, bourgeoisie juive, dont la première langue est le polonais et pas du tout le juif, entre guillemets, pas du tout le yiddish comme ça l'est pour la majorité des juifs polonais au 19e et 20e siècle. Alors, l'histoire de la ville, où est-ce qu'on la découvre aujourd'hui? L'histoire de la ville dans l'entre-deux-guerres et dans la Deuxième Guerre mondiale, mais au musée d'histoire de la ville de Cracovie, qui aujourd'hui est installé dans l'ancienne fabrique de Oskar Schindler. Là, c'est de l'autre côté de la Vistule, dans le faubourg de Podgorze. Donc là, on est au-delà de la Vistule. Et là, bon, c'est un musée récent qui est établi donc dans l'ancien bâtiment administratif de la Deutsche Emailwarenfabrik, la fabrique Emalia de Oskar Schindler, qui était pendant toute pas mal d'années, ça avait fermé, c'était à l'abandon, ça avait fermé quelques années après la fin du communisme, comme pas mal d'autres entreprises. Et aujourd'hui, donc, c'est devenu un excellent musée qui représente et la vie de Cracovie dans l'entre-deux-guerres et la vie dans la Deuxième Guerre mondiale, et aussi directement dans l'après-guerre, notamment dans une Pologne occupée par l'armée soviétique, délivrée par l'armée soviétique en 44-45. Cracovie est libérée en janvier 45 et dirigée par un parti communiste, entre guillemets, loyal à Staline. Alors, il faut savoir qu'à Cracovie, mais entre 40 et 41, le gouverneur, donc Hans Frank, du gouverneur général, donc pouvoir en place mis par les nazis, expulse de Cracovie une bonne partie de la population juive, et les 15 000 restants, eh bien, en mars 41, donc il y a exactement, il y a un peu plus de 80 ans, ils sont contraints, ils sont forcés de déménager de l'autre côté de la Vistule, donc dans ce faubourg de Podgorze, qui auparavant était une ville autonome, où il y avait déjà une population juive, mais donc ils seront forcés d'aménager là, dans une partie restreinte du faubourg de Podgorze. Donc on a créé un ghetto qui à partir du 20 mars 41 est fermé. En 42, en 42, il y a deux actions de liquidation, et ensuite les majorités, dont les juifs déportés, finiront au centre d'extermination de Bruzet, donc ils seront exterminés, et ce qui reste de la population juive dans le ghetto, ils sont, entre guillemets, liquidés, ils sont déportés le 13 et 14 mars 43, et c'est parmi ceux-là alors qu'on trouve ceux qui seront contraints de travailler dans la fabrique de Schindler, entre guillemets, contraints, non, qui seront sauvés grâce à leur travail dans la fabrique de Schindler, et ensuite par la liste de Schindler, donc quand cette fabrique doit déménager suite à l'arrivée imminente des Russes fin 44. Voilà. Alors, juste un peu plus haut, au-delà de Podgorze, vous avez le camp de concentration de Plaszow. Ce camp de concentration, il est ouvert en 1942, donc il est un peu plus loin que Podgorze et ce camp de concentration de Plaszow. Dans un premier temps, la majorité des détenus sont juifs. C'est là que sont déportés la majorité donc, de ceux qui ont été victimes de la liquidation du ghetto en 1943. Et c'est le camp qui est célèbre en particulier donc, par sa représentation dans la liste de Schindler, donc dans le film de Spielberg. Sur place, par contre, il y a
mémorial, celui qu'on voit là en bas à droite, il remonte aux années 60, c'est un monument aux martyrs polonais. Il y en a un autre plus récent sur la spécificité juive aussi, d'une bonne partie des détenus, mais fondamentalement, c'est entre guillemets un non-lieu, donc il y a assez peu de gens, il y a vraiment peu de gens qui vont le visiter. Et On nous demande, curieusement, oui. pardon pour l'interruption, on nous demande quelle est la date de la photo du monument. Oh, là, ici, oh, c'est une photo qui datait d'il y a 2, 3 ans, celle-là. Oui, ça c'est le problème de non-lieux, c'est que des non-lieux Celle qui était ainsi, taguée plus oui, précisément. oui, oui, tout à fait. Ça Des doit être lieux ainsi qui ne sont pas régulièrement visités, entretenus, gardés, sont régulièrement vandalisés ou risquent d'être tagués. Ça arrive de manière récurrente. Tout mémorial isolé, oublié, qui n'est pas gardé, régulièrement visité, court le risque d'être tagué. Voilà, ça c'est un état de fait. Mais donc, le site de ces camps de concentration de Plaszow, véritablement, c'est pas véritablement un lieu de mémoire. Il y a très peu de gens qui s'y rendent. Il n'est pas d'accès facile. Curieusement d'ailleurs, alors on voit ici, ce sont des images de 3 des 4 tertres ou tumuli qui entourent la ville de Cracovie. Et donc, ce sont, entre guillemets, des lieux de mémoire. Le premier qui est à gauche, le Kopiec Krakus, le tumulus de Krakus, il daterait peut-être du début de l'ère chrétienne, un peu avant l'ère chrétienne, on l'attribue aux Gaulois, ou bien peut-être ce serait du 8e au 10e siècle. On ne sait pas trop bien, mais donc il est un peu perdu dans la nuit des temps, et les fouilles qui ont été réalisées ont permis de constater que c'est probablement pas un lieu de sépulture, mais on n'a pas trouvé suffisamment de mobilier pour pouvoir véritablement le dater. Cracus, mais c'est le roi mythique fondateur de la ville de Cracovie. Mais donc là, on est dans la légende, mais c'est un lieu de mémoire, on peut dire, qui marque le début de la ville. Et alors, il y a de l'autre côté, dans l'actuel Nova Huta, un autre tertre probablement de la même époque, celui de Wanda, qui serait la fille de Cracus. Par contre, on en a 2 autres qui, eux, sont beaucoup plus récents. Celui que vous voyez en haut à droite, c'est celui de Kosciuszko. Et celui-là, il est vers le nord-ouest de la ville. Et celui-là, il est construit au début des années 1820, donc premier lieu de mémoire, et à une époque où le futur de la ville était quand même assez incertain. Mais donc, on érige ce lieu de mémoire à Kosciuszko, donc grand héros entre guillemets, de la lutte pour l'indépendance à ce moment-là, au début des années 1820. Et alors, juste en dessous, l'autre, lui, il est beaucoup plus récent, il est érigé dans les années 30, et dans un temps, il devait commémorer le combat qui était mené par ce qu'on appelle les légions polonaises. Ce sont les volontaires qui, avec le dirigeant du parti socialiste polonais, Józef Piłsudski, ont pris part à la Première Guerre mondiale, mais contre les Russes, et donc aux côtés des armées austro-hongroises dans un premier temps. Puis ensuite, quand les armées austro-hongroises sont plus ou moins passées sous la coupe des Allemands, il a été emprisonné. Et c'est lui le grand leader de la Pologne indépendante de 1918 à 1920. Il prend le pouvoir en 1926, il exerce le pouvoir jusqu'à sa mort en 1935. Donc c'est un pouvoir, entre guillemets, je dirais, entre guillemets, progressiste autoritaire. C'est-à-dire qu'il a plutôt une politique tolérante par rapport aux minorités, mais sinon c'est un socialiste, un nationaliste. Et le tertre qui avait été érigé à la mémoire des légionnaires, après sa mort, on va le lui dédier. C'est un lieu de mémoire qui est toujours conservé aujourd'hui. Et ensuite, Sceaux, là, il faut descendre, là, on descend la Vistule, on s'éloigne d'une dizaine de kilomètres de Cracovie, et on se retrouve alors avec le grand projet d'urbanisation et d'industrialisation de la Pologne communiste, donc après la Deuxième Guerre mondiale, et c'est le projet dit de Nowa Huta, littéralement de la nouvelle aciérie. Et ce projet de la nouvelle aciérie, en fait,
C'est un énorme complexe métallurgique, donc c'est la sidérurgie, et en même temps un projet de ville socialiste, donc avec une architecture qui est fortement inspirée de l'architecture sociale et de l'architecture des jardins et occidentale et polonaise d'avant la Deuxième Guerre mondiale, oui, mais ici énorme pour pouvoir accueillir une énorme population ouvrière qui sera employée dans cet énorme complexe sidérurgique. Et alors, c'est un projet qui va être réalisé assez rapidement. Et je ne sais pas si certains d'entre vous voient le film de Andrzej Wajda, qui est un des grands cinéastes polonais de la seconde moitié du XXe siècle. Bien, son film, ici, L'homme de marbre, ben, l'homme de marbre, c'est un de ces travailleurs d'élite vont construire et les usines sidérurgiques et les nouveaux quartiers et les quartiers de cette nouvelle ville. C'est l'équivalent polonais des stakhanovistes staliniens, donc des ouvriers d'élite qui ne rechignent pas au labeur et donc qui font des heures supplémentaires, qui travaillent tout le temps et qui cherchent sans cesse à améliorer les cadences pour édifier plus vite le socialisme ici dans cette ville idéale. Et cette ville idéale, évidemment, ben, elle va être, son image, elle va être aussi diffusée par les timbres, par la philatélie, et qui incite à construire Nova Huta, à construire cette nouvelle ville, donc le grand symbole des réalisations du socialisme polonais dans les années 50, dans les années 60. En 1977, pic de la production, ils arrivaient à 6,7 millions de tonnes d'acier. C'est assez prodigieux pour l'époque. Alors cette ville, donc, progressivement, elle, on peut dire dans les années 50, dans les années 60, entre guillemets, cette ville idéale est construite, édifiée. Les plans ne seront pas dans leur entièreté réalisés, mais on a véritablement donc ici, et entre guillemets, une ville qui se veut bastion du socialisme, cité jardin, cité industrielle, cité moderne. Oui, mais les autorités sont assez rapidement forcées de déchanter parce que déjà dans les années 50, fin des années 50, il y a des signes de contestation, notamment par rapport à l'absence d'église dans cette cité idéale. Alors ici, ce qu'on voit, c'est une vue générale de l'entrée vers le complexe sidérurgique et les deux bâtiments administratifs ici à gauche et à droite. À l'entrée, ben, on est dans, entre guillemets dans le style architectural socialiste typique, et l'architecture socialiste en Pologne, dans les années 50, ben, c'est une architecture Renaissance. C'est une architecture Renaissance comme cette architecture Renaissance de la vieille ville conçue par des architectes italiens au XVIe siècle. Donc c'est assez ironique, c'est entre guillemets le style socialiste ici à l'entrée de ce qu'on appelle ici, ben, c'est la série Lénine. Pourquoi Lénine? Ben, d'abord parce que c'est la grande figure du socialisme et Staline, ben, après 1953, il perd quand même assez rapidement son aura, y compris aussi en Pologne. Lénine, par contre, on sait qu'il a séjourné à Cracovie avant la Première Guerre mondiale. Et donc, ce sera d'abord Acieri Lénine, et puis ce sera rebaptisé, après la chute du communisme, du nom d'un ingénieur polonais qui était célèbre pour son rôle dans le développement de la sidérurgie 19e, début du 20e siècle. Sinon, encore dans les années 60, 70, quand il y avait le premier meuble, par exemple, mais c'était le souvenir. Nova Huta se souvient de Lénine. C'était Lénine, évidemment. Et aujourd'hui, alors, phénomène intéressant, c'est auprès du tourisme, il y a un regain d'intérêt pour cette architecture, et alors en particulier, je dirais, une espèce de nostalgie de la Pologne à l'époque communiste et de son esthétique, un, un- un phénomène comparable à ce qu'on a en Allemagne dans l'ancienne DDR ou à Berlin, par exemple. Et donc, différents tours opérateurs proposent des tours de Nova Huta, et il y a aussi musée, d'ailleurs, entre guillemets, du communisme, du PRL, donc du Parti communiste, l'État communiste polonais, à Nova Huta. Et en bas, à gauche, c'est l'église qui finalement, entre guillemets, l'arche qui a été construite, c'était à la fin des années 70. Et
Ensuite, peut-être, je poursuivrai rapidement vers la suite de mon itinéraire vers les mines de sel de Wieliczka et Auschwitz-Birkenau, qui sera la fin de notre parcours. Mais j'ai peut-être arrêté ici un moment pour s'il y a des questions. Ou sinon, je passe assez rapidement et on termine, entre guillemets, à Auschwitz-Birkenau avant de venir donc, pour une image finale à Cracovie. Qu'en pensez-vous? Alors, nous n'avons plus reçu de questions. Alors, je vais peut-être Les deux questions, rapidement. je les ai posées parce que c'était sur le Oui, moment. alors, Wieliczka, je ne vous montre qu'une image de Wieliczka. C'est un haut lieu du tourisme polonais. Majorité des visiteurs de Cracovie, d'autant plus que c'est proche de Cracovie, font une excursion d'une journée à Wieliczka dans ces mines de sel qui étaient en exploitation tout au long du Moyen Âge, en particulier à partir de l'époque de Casimir le Grand, qui aurait donné aux mineurs d'ailleurs un véritable statut. Donc c'est encore entre guillemets une de ces inventions, une de ces fondations, de ces institutions qu'on attribue au règne de Casimir le Grand, qui est vraiment un des grands fondateurs dans l'histoire et l'histoire des institutions polonaises. Et ces mines de sel, ben, elles étaient en exploitation jusqu'à début de fin du siècle dernier et encore début de ce siècle. Et c'était une des grandes sources de revenus à l'époque médiévale et au XVIe siècle pour les rois de Pologne. Alors, le plan vous montre tout ce qui est accessible aux touristes. Et il faut savoir qu'on a aménagé toute une série de chapelles, entre guillemets, ou de chambres euh, dans cette, euh, dans cette topographie des mines et qui sont décorées. Et là, notamment, on a toute une série d'œuvres, entre guillemets, de sculpteurs mineurs et dont certains, je pense à Antoni Virodek, par exemple, en bas à droite, qui est l'auteur ici d'une représentation de la dernière scène d'après Leonardo da Vinci, qui est dans la chapelle Saint Kinga. C'est le deuxième étage. Saint Kinga, c'est entre guillemets une reine un peu mythique et, qui est la patronne des mineurs. Mais ici, on a une grande chapelle qui fait 54 mètres de long par là, qui est entièrement décorée de sculptures, qui évoque beaucoup l'histoire religieuse, mais alors aussi l'histoire nationale. On a un peu plus haut, mais il y a une chambre Casimir le Grand, avec une œuvre, là c'est d'un sculpteur, entre guillemets, un peu plus récent, Władysław Rapek, mais qui a réalisé aussi différentes sculptures là. En gros, on a ici, il faut savoir que les sculptures les plus anciennes, en fait, elles se conservent, elles sont très mal conservées, puisque c'est sculpté dans le sel, et donc inévitablement, avec le temps, ça se dégrade. Et donc ici, majoritairement, pardon, ce sont, ce sont des sculptures du XXe siècle et surtout, d'après la Deuxième Guerre mondiale, je dirais à partir, il y a eu un regain après le milieu des années 50. Alors, pour aller vers Auschwitz, ben, ici, en fait, on est tout près du musée de la fabrique de Schindler. Il faut savoir que dans l'ancienne fabrique Schindler, on a établi un musée d'histoire de Cracovie et juste à côté, un musée d'art contemporain. Et ceci, c'est une installation d'un artiste polonais, Mirosław Buka, et qui et c'est un passage vers le musée vers ce musée d'art contemporain. Il a intitulé ça Auschwitz-Wieliczka. Donc, en assemblant les deux hauts lieux du tourisme cracovien aujourd'hui. Alors, ce qui est assez ironique, c'est qu'il y avait en 2015, vous voyez ici à gauche, d'abord, là, c'est une présentation, c'est une reproduction, entre guillemets, d'un dessin de Michel Kiszka, fils Henri Kiszka, que certains d'entre vous ont connu, qui est décédé en avril dernier. C'était entre guillemets une des victimes de la première vague de Covid en Belgique, et lui qui pendant longtemps menait des voyages d'adultes, beaucoup de voyages de jeunes aussi de Belgique vers Auschwitz. Et là, c'est un hommage de son fils
à la mémoire de son père, mais ici, eh bien, janvier, non, en fait, c'était publié à l'occasion, ici, du 75e anniversaire de la libération d'Auschwitz, et donc représentant son père, mais qui est décédé, donc, qui va décéder dans le mois d'avril qui suit, donc peu de temps après. Kishka, en 2015, avec d'autres artistes contemporains, il était l'objet d'une exposition au musée d'art contemporain de Cracovie, donc juste à côté de la fabrique du musée de la fabrique de Schindler, du musée historique. Et là, c'était une exposition d'art contemporain qui montrait dans différents domaines, photographie, vidéo, sculpture, comment les artistes contemporains, ici israéliens, polonais ou allemands, c'était vraiment centré sur ces trois pôles-là, représentent ce qu'ils expriment autour de Auschwitz et la représentation de Auschwitz. Et donc, on a ici un dessin de Clichy, et ici qui évoque sa bande dessinée, deuxième génération, qui est parue en 2012. Et à côté, c'est du photographie, c'était le catalogue, la couverture du catalogue de l'exposition et reproduction d'une photographie ici d'une artiste juive berlinoise, Sarah Schoenfeld, et voilà, qui montre cette photo ici. Peut-être ça choque certains, mais c'est un peu la volonté aussi, parce qu'Auschwitz, aujourd'hui, il faut savoir, c'est 1 million de touristes et plus, jusqu'en 2019. Dans cette exposition aussi, en 2015, on voyait ceci, c'est une installation d'une artiste polonaise, Agata Sivek, souvenir de Auschwitz-Birkenau 2002. Donc, elle y tient, et elle pousse un peu la chose, tiens, souvenir. Pourquoi pas ici à Auschwitz aussi des souvenirs comme on en voit ailleurs. Donc ça c'est bien, voilà ce qu'on n'a pas encore vu mais ce qu'on pourrait voir. Alors Auschwitz, il faut savoir que on la connaît, mais finalement on la connaît par la photographie aérienne, ça c'est une des photographies qui sont prises par l'aviation alliée à l'été 1944. Et ensuite, c'est un énorme complexe. Alors ici, moi, je vais vous donner quelques pistes de réflexion, mais assez rapides, parce qu'il y a tellement de choses qui ont été dites, écrites sur Auschwitz. Et là, je vais aller plutôt très rapidement. En plus, il ne reste pas tellement de temps. Il faut savoir que Auschwitz, c'est Auschwitz 1, c'est Auschwitz 2, Birkenau, mais alors c'était aussi une grande usine de l'IG Farben, usine de caoutchouc synthétique, la Buna, mais alors c'est aussi une ville. Et la ville Oswiecim aujourd'hui, mais Oswiecim en 1939, c'était une petite ville dont 13 000 habitants par là. La moitié de la population de Oswiecim était juive. Et Oswiecim était réputé aussi pour une fabrique de liqueurs, les liqueurs Aberfeld, dont le propriétaire était juif et qui produisait de la vodka, du whisky aussi. Et voilà. Et eux, d'ailleurs, ils ont été déportés dès mars-avril 41, ils ont été déportés. Le camp de concentration, lui, commence en 1940. Alors, il faut savoir, si vous regardez Wikipédia, les rubriques, les articles Wikipédia qui concernent ensuite, ils sont bien documentés et leur contenu varie entre les langues, mais si on voit le contenu en anglais, il y a notamment les victimes, les morts. Et alors, si vous voyez les morts, les chiffres actuels, pour les juifs, on établit entre guillemets, par identité, on a juifs 960 000 morts, ce sont les chiffres actuels, donc 960 000 victimes. Polonais ethnique Pol, c'est polonais ethnique, ça signifie donc polonais non juif. Mais 70 à 75 000. Roma et Sinti, 21 000, prisonniers de guerre soviétiques, 15 000, et alors, autres Européens, et alors on a 10 000, 15 000, et donc on est en total un peu plus d'1 million, 1 million 100 000 victimes, mais donc ce qui signifie qu'aujourd'hui, par rapport à ce qu'on disait après la Deuxième Guerre mondiale, et même encore, je dirais, il y a
dans les années 70, dans les années 80, on a considérablement revu à la baisse la mortalité. Et alors surtout, moi j'étais à Auschwitz une première fois, c'était en 78, avec ceux qui par la suite ont fondé la fondation Auschwitz. Et à l'époque, dans le discours officiel polonais, le discours des guides, dans la signalétique du camp, rien n'indiquait l'identité juive de la majorité des victimes. Tout était divisé par nationalité, et donc on parlait des victimes belges, on parlait des victimes hongroises, et on parlait surtout des victimes polonaises, on parlait surtout de la martyrologie polonaise du nazisme, et la réalité, donc ici, génocidaire du camp, c'est à la fois camp de concentration, camp de travail et lieu d'extermination, mais elle était tout à fait gommée, tout à fait oubliée dans le discours officiel polonais. Ça a changé après la fin du communisme, et en particulier dans les années 90 et dans les années 2000. Alors ça, c'est le camp de Birkenau, et bon, Birkenau, c'est là que se faisait l'extermination. Ce sont des images que vous trouvez ça, vous les trouvez dans tous les articles Wikipédia. Il y a différentes cartes, mais globalement, elles vous montrent la même topographie, même lieu. Mais du côté photographie, ben en fait, photographie, on a une série de photographies qui sont faites par les Allemands, mais ce sont des photographies entre guillemets, du type industriel, c'est-à-dire ce sont des photographies qu'on fait pour montrer un état des lieux, pour montrer les baraques à gauche, pour montrer le crématoire 5 à droite ici, euh, alors qu'on vient de terminer les travaux, on vient de terminer le gros œuvre, ce sont des images purement techniques. Par contre, si on veut voir des images de la déportation, il y en a. Et ici, notamment, on voit, entre guillemets, le célèbre portail de Birkenau, mais c'est une photo qui date de l'été 44, et c'est une photo d'un seul convoi des Juifs de Hongrie, et tirée de ce qu'on appelle l'album d'Auschwitz, qui contient, c'est un peu moins de 200 photos, et cet album, ben, il a été donné par une survivante, par une déportée, qui l'a retrouvé miraculeusement à la fin de la guerre au camp de Dora, Lily Jacob, qui était une déportée juive de Hongrie, et elle en a fait par la suite donation au mémorial, au musée d'Yad Vashem à Jérusalem. Et vous pouvez consulter cet album online sur Yad Vashem, et vous pouvez le voir image par image, et chaque fois, on vous montre sur la gauche l'état de la page. Donc, on a la page réelle de l'album, et agrandissement alors des différentes photos en menu déroulant sur la droite. Et donc là, vous pouvez entièrement le feuilleter en ligne. Et cet album, ben, il vous montre toutes les différentes étapes qui vont de l'arrivée du train, le déchargement des trains, la sélection, le tri des vêtements, pendant que ensuite on aura d'un côté ceux qui vont entrer au camp, et d'un autre côté ben, ceux qui iront au gaz, ceux qui iront au crématoire, et qui là notamment à l'entrée du bois de Bouleau, vers le fond du site, attendent de pouvoir entrer au crématoire. Alors, qu'est-ce qu'on a comme photos aussi? Des photos du service d'identification du camp, et qui a notamment les photos de Wilhelm Brasse. Wilhelm Brasse, c'était un prisonnier politique polonais. Il était d'origine, entre guillemets, autrichienne, il aurait pu se déclarer allemand. Une fois la Pologne occupée, il a refusé de le faire, il a cherché à quitter la Pologne occupée, il a été arrêté, envoyé à Auschwitz, détenu politique, et il est parvenu à entrer au service d'identification, et donc c'est lui qui faisait une bonne partie des photos d'identification de ceux qui entraient au camp, juifs et non juifs, mais donc était, pour les juifs, c'est une minorité de chaque convoi qui entrait au camp. Et donc ça, c'est également conservé aussi. Et alors, sinon, de l'extermination elle-même, eh bien, en fait, non, on a rien. Il y a simplement ce qu'on appelle les photos du Sonderkommando. Ce sont des photos qui sont prises au crématoire 5 par un juif membre du Sonderkommando, donc membre du commando de travail qui était destiné au fonctionnement et au nettoyage, entre guillemets, des crématoires, et qui clandestinement parvient à prendre 4 photos à l'été 44 lors de ici donc de la liquidation d'un de ces convois de juifs hongrois. Et ce qu'on voit ici,
sur deux de ces clichés, ce sont les corps qu'on brûle à l'extérieur, parce qu'il y avait un tel afflux ici de déportés, que les fours des crématoires ne suffisaient pas, et donc on brûle une bonne partie des corps dans des fosses à l'extérieur. Il y a ces 4 images, c'est tout. Au musée de la caserne d'Ossins l'an passé, très intéressante exposition, ici appelée Auschwitz Camp, et c'est le travail d'un artiste hollandais, Citroen, qui pendant une vingtaine d'années, sa femme était de Oswiecim, donc de Auschwitz. Il a réalisé tout un travail de mémoire autour de Auschwitz, Oswiecim et du complexe concentrationnaire. Et il montre d'ailleurs l'ampleur de ce site et il montre d'abord que c'est bien plus évidemment que ce qui correspond à l'enceinte des musées actuels. Ici, il vous montre en rose, ce qu'on voit en rose sur la carte, Muséum Birkenau, Muséum Auschwitz, c'est ce qui fait partie, ce qui a été muséifié, ce qui est muséifié et donc protégé aujourd'hui. Tout le reste, eh bien non, ça n'a pas été protégé, ça n'a pas été muséifié, et y compris, vous allez voir, entre les deux camps, entre Muséum Birkenau et Muséum Auschwitz, on a un rectangle ici allongé où on vous indique Judenrampe, Bahnhof West, Kartoffelbaracks, mais c'est là qu'arrivaient les déportés jusqu'avril 1944. C'est donc la rampe des Juifs, la vieille rampe des Juifs, mais ça n'a pas été muséifié. On a fait en 2005 un mémorial là, mais qui selon lui ne correspond pas tout à fait, ne correspondrait pas tout à fait à l'emplacement actuel, à l'emplacement réel de cette Judenrampe. Et alors on retrouve, vous voyez que c'est important qui est accordé à cette usine IG Farben. Alors ça, c'est de son site. L'exposition est finie, mais seulement vous pouvez consulter le site Auschwitz Camp. Je vous invite à le faire parce que c'est un site qui est extrêmement bien documenté et qui vous permet donc de sortir de ce qu'on voit uniquement en visitant Auschwitz I et Auschwitz II, Birkenau aujourd'hui. Donc ça vous permet d'en savoir beaucoup plus sur toute l'histoire de ce complexe concentrationnaire et aussi sur la place du nazisme et de l'histoire nazie dans la ville même de Auschwitz durant la Deuxième Guerre mondiale. Il documente extrêmement bien l'histoire de ce complexe, de ces usines de caoutchouc synthétique de l'IG Farben à Buna, Monowitz, pour lesquels on a construit d'ailleurs de nouveaux quartiers aussi dans la ville d'Auschwitz, qui ont été recyclés après la Deuxième Guerre mondiale, de même qu'après la Deuxième Guerre mondiale, on a recyclé ces usines de caoutchouc synthétique, et entre les années 50 et la fin du communisme, c'était parmi le plus grand ensemble chimique de Pologne. C'était un énorme complexe industriel qui est resté en place. Et alors, regardez bien, vous allez voir ici en haut à droite, une image de cette grande tour. Eh bien, elle est évoquée par Primo Levi dans Si j'étais un homme. Et c'est dans l'exposition, ça vous montre l'importance du caoutchouc. On a le caoutchouc naturel à gauche, le caoutchouc synthétique de la Buna à droite. Après la Deuxième Guerre mondiale, plutôt que du caoutchouc synthétique, c'était plutôt des produits plastiques, PVC et autres qui étaient produits là. Et je terminerai ici, mais ce que nous dit Anne Citroen, et ce qui déplore, c'est qu'en dehors du musée, fondamentalement, il y a un désintérêt total des habitants, des pouvoirs locaux et même des institutions face à ce patrimoine-là qui n'a pas été muséifié. À gauche, on a une image d'une de ces baraques, entre guillemets, Kartoffelbarack, d'un de ces entrepôts qui se trouvait à côté de la vieille rampe des Juifs. Et à droite, c'est en 2006, la tour Karbit, c'est cette tour de l'IG Farben qui datait donc de la construction de l'usine dans la Deuxième Guerre mondiale, et donc une usine où travaillaient quantité de déportés juifs, ceux qui n'avaient pas été sélectionnés pour le gaz à l'arrivée des trains, et qui, comme Primo Levi, travaillaient là comme travailleurs forcés. Ça n'a pas été muséifié. 2006, ça a été abattu, et y compris avec des fonds européens. Et dans l'indifférence générale et de ceux que Citroën avait cherché à sensibiliser au sujet. Et alors, je terminerai avec ceci. Et vous ne trouverez pas de magnet d'Auschwitz, mais par contre, vous pourrez trouver
entre guillemets, des magnets, entre guillemets, de juifs avec, je dirais, une tête typique de Youpin, telle que la représentait la caricature antisémite jadis, que ce soit en Pologne ou ici. Et à droite, vous voyez ces images de juifs, et ces images de juifs, entre guillemets, traditionnels, barbus, avec leurs papillotes en noir. Mais que tiennent-ils en main? Évidemment, de l'argent. Et ça, ça fait partie des ambiguïtés, des ambivalences de ces images du juif en Pologne aujourd'hui, et aussi de ces ambivalences de la Pologne face, je dirais, oui, face, entre guillemets, au nationalisme, au nationalisme polonais, l'ouverture sur l'Europe, l'attachement à une identité polonaise telle qu'on la définit traditionnellement, c'est-à-dire Pologne héroïque, martyr des nations, profondément catholique, ou alors, à l'autre pôle, ce serait au contraire une Pologne qui serait plus fidèle, entre guillemets, à cette réalité historique multiculturelle de la Pologne de Casimir le Grand, de la Pologne du siècle d'or, de la Pologne qui au XIXe siècle aussi était présente sur les barricades, tantôt à Paris, qui était aussi ici à Bruxelles, une Pologne qui luttait pour l'émancipation des peuples. Et la Pologne d'aujourd'hui, je crois qu'elle est toujours, comme l'a montré l'actualité, tiraillée entre ces deux pôles. Et je terminerai ici.